Merci, monsieur le professeur. Mais je suis sûr qu'il y aura des questions qui vous seront posées tout à l'heure qui vous permettront de compléter ces 18 minutes. Monsieur Benjamin Danlot est magistrat. Il a été mis à la disposition de la CEDH pendant un certain temps et c'est pour cette raison principalement que nous l'avons invité à venir nous faire une présentation puisque, comme je le disais pour commencer, en tout cas en droit de la presse, cette notion d'intérêt général nous vient tout droit de la jurisprudence de la Cour. Il était normal que dans le cadre de cette introduction, vous nous retraciez dans un temps comparable à celui du professeur, cette jurisprudence autour de la notion d'intérêt général. Merci Monsieur le Président, bonjour à tous. Peut-être en guise d'introduction, vous dire quand même que la mission que vous venez de me confier est particulièrement difficile. D'abord parce que vous me demandez d'être bref sur une notion qui est large, et même si nous sommes entre praticiens du droit et que donc nous avons l'habitude, lorsque nous entendons les termes « je vais être bref », je dois dire qu'à chaque fois que je les ai prononcés ou entendus dans un prétoire, bien d'une part tout le monde a compris que je n'allais pas l'être ou que l'avocat qui le prononçait n'allait pas l'être, et ensuite effectivement les faits l'ont démontré. Ensuite, on me demande de poser les termes d'un débat en apportant ce que nous avons tous l'habitude d'entendre en tant que juristes continentaux, en apportant une définition d'un critère légal. Et il se trouve que, comme nous sommes dans un droit jurisprudentiel et un droit donc, qui nous vient de la jurisprudence de Strasbourg, et bien précisément la Cour, sur ce critère, s'est longtemps affranchie de ce devoir de définition, et je l'expliquerai dans mon propos, a même justifié cette absence de définition. L'absence, elle le justifie sans dévoiler trop le contenu de cet exposé, elle le justifie par son devoir qui est de définir les choses au gré de sa jurisprudence, au gré d'affaires in concreto. Et ensuite, parce que la démarche à laquelle je vais m'adonner dans un instant est antinomique du travail d'examen de proportionnalité dans lequel la notion d'intérêt général s'inscrit. Je vais isoler évidemment la notion d'intérêt général puisque c'est notre propos, mais je dois rappeler quand même que pour la Cour, le traitement isolé d'un seul des critères d'examen de proportionnalité qui consiste en fait à mettre en balance plusieurs critères et à les mettre en balance aussi les uns par rapport aux autres, compte tenu des contextes des affaires, des faits de l'espèce, eh bien, donc, nous pousse en fait à traiter normalement cet examen globalement. Alors, reposons juste le cadre de cet examen de proportionnalité en ce qui concerne l'intérêt général. Il y a un certain nombre de droits dans la Convention européenne des droits de l'homme qui sont des droits dits relatifs. C'est-à-dire que ces droits peuvent souffrir des ingérences qui peuvent d'ailleurs être assez importantes. Mais la Convention pose des conditions à l'existence de ces ingérences, en tout cas à leur conventionnalité. Et ces conditions, elles sont au nombre de 3. Les ingérences que posent les autorités nationales au type de droit, c'est le cas de la liberté d'expression que nous allons étudier, mais c'est aussi par exemple le cas du droit à la vie privée. Ces ingérences doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaires dans une société démocratique. Alors, en ce qui concerne la liberté d'expression, le plus souvent, les 2 premières conditions ne posent pas de difficulté. Nos textes juridiques, notamment français, qui permettent de poursuivre ou de demander des dommages et intérêts dans le cas d'une atteinte à la vie privée, par exemple, mais en tout cas d'un propos litigieux, permettent et satisfont la Cour sur sur la question de savoir si l'ingérence est prévue par la loi. Et même l'article 1382, donc relativement large, satisfait tout à fait la Cour du point de vue des exigences, des conditions de qualité de la loi qu'elle pose également sous cette condition. Et donc pour elle, il est tout à fait prévisible qu'un recours, par exemple, pour faute ou une demande de dommages et intérêts soit fondé sur un texte de cette nature en ce qui concerne un propos litigieux. Le but légitime, il est également en général, il ne pose pas de problème dans ce type de jurisprudence parce que on est la plupart du temps
lorsqu'il y a ce type d'ingérence qui est posée par une autorité nationale, on est en présence d'une protection d'autres intérêts. Et en général, d'autres intérêts qui sont eux-mêmes protégés par la Convention. C'est évidemment le cas de l'article 8 qui protège le droit à la réputation, donc qui va protéger le citoyen contre des diffamations. C'est aussi une extension de ce droit qui est le droit à l'honneur, donc qui va protéger les personnes contre l'injure, contre l'outrage éventuellement. Et donc ce critère également ne pose en général pas de problème sur la question de savoir si l'article 10 a ou non été violé. Donc la Cour se concentre au contraire sur cette question de nécessité dans une société démocratique, et c'est une condition, une expression de la Convention qu'elle a interprétée comme invitant le juge national puis le juge européen à réaliser un contrôle de proportionnalité. Contrôle de proportionnalité entre l'ingérence qui est imposée par la loi, donc en l'espèce en général la répression d'un propos litigieux ou la condamnation de son auteur à verser des dommages et intérêts à une partie civile. Donc, proportionnalité entre cette ingérence et le but poursuivi, qui va être donc de la protection en général de droits protégés par l'article 8. Et dans ce cadre, la Cour est venue poser un certain nombre de critères qui lui permettent de réaliser ce contrôle de proportionnalité. Critères qu'elle s'attend d'ailleurs à retrouver, qu'elle demande à retrouver dans la motivation des juges internes. Et c'est un des grands points d'incompréhension parfois entre le juge interne français et le juge européen, puisque nous avons tendance à nous focaliser sur nos critères légaux qui ne parlent pas, par exemple sur le cas de la diffamation, sur le cas de l'injure, qui ne nous invite pas à un examen de proportionnalité, qui nous pose des critères de bonne foi, de démonstration de la preuve. Et la Cour, au contraire, nous dit non, réalisez ce contrôle de proportionnalité, et notamment, lorsque vous êtes en présence d'un discours politique, ou d'un débat d'intérêt général, ou d'une question d'intérêt général, eh bien, vous devez avoir une plus grande tolérance pour des propos qui pourraient dépasser une certaine mesure. De même, vous devez faire la distinction entre déclaration de fait et jugement de valeur. La définition de jugement de valeur étant tout à fait autonome au sens de la Convention et étant en général assez large. Et lorsque vous êtes en présence de jugement de valeur, eh bien vous ne pouvez pas, comme pour des déclarations de fait, attendre que leur auteur fasse la démonstration de la véracité de ce qu'il avance. Donc dans le cas d'une injure, dans le cas d'une suggestion d'improbité, enfin que sais-je encore, la Cour dit non, on ne peut pas attendre de la personne qu'elle démontre ce qu'elle avance. La seule chose qu'on peut attendre d'elle, c'est la démonstration de l'existence d'une base factuelle. Et enfin, évidemment, la Cour, dans cet examen de proportionnalité, va examiner la peine qui est imposée. Ce n'est pas la même chose pour un propos litigieux d'envoyer une personne en prison ou de lui infliger, comme on le voit parfois, une absence de peine, une dispense de peine assortie d'une condamnation à verser à la partie civile 1 euro de dommages et intérêts. Pourtant, et comme les critères sont interdépendants, même lorsqu'on a ce type de condamnation, c'était le cas de l'affaire Brasilier contre France, eh bien la Cour peut quand même trouver des violations en disant non, même 1 euro de dommages et intérêts et une dispense de peine, c'était trop fort dans ce cadre, puisque la condamnation pénale, en l'occurrence, est en elle-même suffisamment forte pour dissuader l'auteur de s'adonner d'exercer sa liberté d'expression. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je présenterai donc cette notion en 2 points. Premier point, nous sommes en face d'un critère jurisprudentiel qui n'a pas de définition. Et ça, il faut s'y attendre, et qui a longtemps, en fait, réellement pas eu de définition. Et nous avons, en fait, une sorte de définition en creux qui se définit dans la jurisprudence de la Cour, et qui se définit dans la confrontation entre le droit à la vie privée et la liberté d'expression, qui a donné une jurisprudence assez foisonnante sur ce thème. Alors, premier point, nous sommes en face d'un critère qui n'a pas de définition. Critère, ça veut dire que ce n'est pas une condition. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans un mécanisme de feu rouge et feu vert, et si le feu est rouge, on s'arrête là et il y a violation, ou si le feu est vert, on continue et on continue notre examen. On est dans un critère relatif, et le fait pour la Cour de trouver ou pas un critère d'intérêt général ne lui donne pas la solution de son arrêt.
Ce que ça veut dire, c'est très simple, c'est que on peut très bien avoir un propos litigieux qui traite un débat d'intérêt général, mais qui est tellement excessif qu'il va justifier la répression qui a été faite par les autorités nationales. Et à l'inverse, on peut très bien être en face d'un propos litigieux qui ne traite absolument pas d'une question d'intérêt général, et qui au contraire, parce que la répression a été excessive, eh bien, va également être protégé par la Convention. Évidemment, quand on attaque quelqu'un gratuitement et sans référence à l'intérêt général, si on est puni d'une amende ou si on est puni de dommages d'intérêt, c'est une chose. Si on est puni à de la prison ou si on est puni à être fouetté, comme ça se passe encore dans certains pays, alors rarement dans le champ du Conseil de l'Europe, mais enfin on le voit encore à sa frontière, eh bien on comprend bien tous que ça ne peut pas aller. Donc vraiment, contrôle de proportionnalité, c'est-à-dire qu'on soupèse des critères. Ensuite, pas de définition, ça veut dire qu'en réalité, pour se donner une idée de ce qu'est l'intérêt général, eh bien on en est réduit à essayer de trouver la liste des cas où la Cour a trouvé ou pas un débat d'intérêt général. C'est une notion qui naît à la fin des années 90 dans deux arrêts, Hertel contre Suisse de 98. Il s'agissait d'un propos qui visait la santé publique, l'effet du micro-ondes sur la santé de l'homme. La Cour a dit évidemment pas de sujet, il y a un débat d'intérêt général évident. Deuxième affaire, une affaire L'Œil-2 et Isorni contre France, 98 également. Et il y était question de l'histoire de la collaboration en France. Et à nouveau, la Cour a dit effectivement il y a un débat d'intérêt général. Ensuite, on a eu des thèmes qui en fait sont évidents et ne posent pas réellement de sujet. Protection de l'environnement, Ma mère contre France en 2006. Un conflit social dans un grand groupe français, Fresso-Zéroir contre France en 99. La question des sectes dans l'arrêt Paturel contre France en 2005. L'immigration, le sujet de l'immigration dans l'affaire Soulas et autres contre France en 2008. La question de la gestion d'une collectivité territoriale, et là on rejoint en fait le second critère de la Cour qui est le discours politique. Donc il y a évidemment un débat d'intérêt général pour la Cour qui ne pose pas question. Et enfin le fonctionnement du pouvoir judiciaire, et là c'est une question qu'on a vue récemment dans l'arrêt Maurice, mais que la Cour avait déjà examiné plus tôt. Lorsqu'on parle du fonctionnement du pouvoir judiciaire, il y a un devoir de respect pour l'autorité judiciaire, parce que la Cour protège aussi la respectabilité et l'autorité de la justice, mais il y a aussi une liberté de ton qui doit être permise et que la Cour protège en reconnaissant à ce sujet le qualificatif de débat d'intérêt général. Donc en réalité, quand on entend cette liste, on se dit bon, tout ça a du bon sens. Et effectivement, c'est sans doute le premier critère auquel les juges se sont référés. Il y a quand même des cas où la Cour est venue dire non, attention, là c'est la limite. Et ces cas, en fait, ils sont vraiment très peu nombreux. C'est le domaine strictement commercial, donc la publicité. Donc là, on va pouvoir tolérer un contrôle un peu plus important de l'État, à condition évidemment qu'on soit dans une publicité commerciale et pas dans une publicité, par exemple, d'ONG. On a eu une affaire Animal Defenders où il s'agissait évidemment de publicité, mais sur la cause animale au Royaume-Uni, c'était en 2013, et là la Cour est venue dire non, même dans ce type de publicité, on est dans le débat d'intérêt général. Le deuxième sujet, c'est la question de l'intimité de la vie privée des personnes, et c'est ce que j'aborderai dans un deuxième temps. Alors, pas de définition, c'est quelque chose qui peut surprendre, et qui déroute, je dirais, assez largement les juristes nationaux que nous sommes. Néanmoins, ce qu'il faut dire, c'est que la Cour ne se cache pas du tout de cette absence de définition. Au contraire, elle la revendique dans ses arrêts. Et dans une affaire de grande chambre, donc, où il s'agissait de poser les critères, Axel Springer et AG contre Allemagne, la Cour est venue remarquer que la définition de ce qui faisait l'objet de l'intérêt général dépend des circonstances de l'affaire. Et que c'est précisément pour ça que c'est difficile d'en donner une définition. Parce que comme le contexte est extrêmement important dans cet examen de proportionnalité, et que ce contexte est imprévisible, eh bien, elle ne veut pas s'enfermer dans une définition qui va ensuite rendre difficile pour elle le maniement de ce concept.
Pour le juge national, même, ou pour le juriste national, même si c'est déroutant, il faut quand même se consoler en rappelant que c'est lui qui tire le premier. Parce que c'est lui qui a le premier l'occasion, en réalisant cet examen de proportionnalité, de motiver les décisions qui sont prises, de préciser le cadre dans lequel il intervient. Et la Cour a énormément de respect pour la marge d'appréciation des États, particulièrement dans ces domaines d'examen de proportionnalité. Et elle va le dire dans plusieurs arrêts, lorsque l'État a utilisé sa marge d'appréciation, donc quand elle se trouve en présence d'un arrêt qui est motivé et dont la motivation aborde l'examen de proportionnalité, elle va avoir beaucoup plus de souplesse dans son regard. Elle va uniquement regarder si le juge national a fait un examen raisonnable des critères. Lorsqu'au contraire le juge passe sous silence cet examen de proportionnalité et se contente de ces critères nationaux, elle va dire non, je vais moi-même, la première, réaliser cet examen de proportionnalité, et dans ces cas-là, elle ne tolérera évidemment aucune différence entre sa décision et celle des juges internes. Alors illustrons cette définition quand même qui s'est bien précisée à l'occasion de la jurisprudence sur la vie privée et la liberté d'expression. On est dans ces questions de vie privée, en général c'est la jurisprudence qui concerne la presse à scandale, on est en présence de deux droits qui s'opposent. Le droit à la liberté d'expression, le droit à la vie privée fortement protégé par la Cour, de la personne qui est visée par les articles en question. Et la Cour s'est rendue compte au fur et à mesure qu'elle posait sa jurisprudence qu'elle ne pouvait pas avoir des décisions différentes, une solution de cet examen de proportionnalité différente, selon que le requérant était l'auteur du propos litigieux, donc qui aurait été condamné en interne, ou au contraire, la personne visée par l'atteinte à la vie privée, qui n'aurait pas bénéficié d'une condamnation en interne, et donc qui viendrait dire devant la Cour, ben, vous avez violé mon article 8. Donc, quand on est en présence d'un conflit entre l'article 8 et l'article 10, la solution doit être uniforme, quelle que soit la nature du requérant. Sinon, évidemment, pour le juge interne, c'est un casse-tête. Quelle que soit sa décision, il sait qu'il va y avoir une condamnation de la France. La seule chose, ce sera le fondement sur lequel cette décision se basera, article 8 ou article 10. On a vu évoluer cette définition du débat d'intérêt général dans ce cadre, à l'occasion de la jurisprudence qui concerne toutes les atteintes à la vie privée qui ont été faites contre la famille princière de Monaco. Ce sont les arrêts Van Hannover, numéro 1, donc Van Hannover contre Allemagne en 2004, Van Hannover contre Allemagne, numéro 2, un arrêt de grande chambre de 2012 où on est à nouveau en présence d'atteintes à la vie privée qui concerne Caroline de Monaco. Et ensuite, un arrêt qui est venu d'une certaine manière poser une forme de trouble, en tout cas une sorte de malaise, d'incompréhension pour le dire plus précisément en interne en France, affaire Couderc et Hachette Philippaki contre France, où là il s'agissait d'un article qui visait le prince, cette fois-ci le prince régnant de Monaco. Dans ces arrêts sur la mise en balance entre la vie privée et la liberté d'expression, la Cour est venue préciser ces critères. Alors elle en a ajouté d'autres. Elle a rappelé l'existence du critère d'intérêt général qui était fondamental. Elle est venue dire dans Van Hannover 1 et 2, d'un côté, lorsque l'on vise des photos qui ont simplement pour but, et c'est l'expression qu'elle emploie, de satisfaire la curiosité d'un certain public, eh bien on n'est pas dans l'intérêt général. C'est une manière, cette expression évidemment, de disqualifier la presse people, ce qui, à l'époque des arrêts Van Hannover, a fait penser qu'évidemment la protection allait être très forte de ce point de vue. Donc lorsque l'on vise la famille Van Hannover, donc dans sa vie privée, donc dans sa vie avec ses enfants, dans les amis que la princesse Caroline notamment à l'époque pouvait rencontrer, on n'est pas du tout dans une question d'intérêt général. Mais lorsque l'on aborde des sujets qui ont plus trait à des questions, qui vont avoir affaire à la chose publique à Monaco, c'était le cas notamment dans Van Hannover 2, la maladie du prince régnier. Là, on va être dans une atteinte dans un débat d'intérêt général. Ensuite, dans ces affaires, la Cour va dire on va quand même s'intéresser à d'autres critères. La notoriété de la personne visée est l'objet du reportage. Le comportement de la personne concernée, est-ce qu'elle a elle-même, à un moment de son discours public, mis en avant sa vie privée? Est-ce qu'elle a publié des photos dans Match? Est-ce qu'elle a fait le jeu de cette presse people ou pas?
Comment ont été obtenues les photos? Est-ce que c'est une traque dans un lieu privé avec des journalistes dissimulés, etc., qui prennent des photos ou qui font un reportage? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose sur la voie publique qui est à la vue de tout le monde? Et enfin, à nouveau, la gravité des sanctions qui vont être imposées vont être extrêmement importantes. Cette définition, donc, et ces premiers arrêts Van Hanover sont venus faire penser que la protection allait être assez grande. Et dans l'affaire française, donc cette fois-ci Couder qui achète Philippe Paqui, il y a eu un trouble qui a été jeté, puisque on avait un article de presse qui était vraiment, sans aucun doute, un article de presse à scandale. C'est-à-dire un reportage qui révélait l'existence d'un fils caché pour le prince de Monaco, et au passage qui racontait un certain nombre d'éléments de sa vie privée avec la mère de l'enfant, laquelle mère d'ailleurs était interviewée et révélait des éléments de la vie intime du couple. La France, enfin les autorités judiciaires françaises, dans leur rédaction, avaient totalement disqualifié le critère de l'intérêt général en disant qu'il n'y était pas du tout question dans cette affaire, dans ces reportages de Paris Match, d'intérêt général. La Cour est venue contredire ce constat. Alors au passage, et pour la première fois, elle essaie de donner une définition de la notion. Alors je vais lire cette définition, vous allez voir qu'elle laisse quand même champ aussi à beaucoup d'interprétations, mais c'est dans le paragraphe 103 de cet arrêt de grande chambre, donc, elle rappelle « On traite à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveille son attention ou le préoccupe sensiblement, notamment parce qu'elle concerne le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important, ou encore qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé. » Alors cette définition est extrêmement longue, elle demande à être interprétée elle-même, donc c'est finalement un travail qui reste assez mystérieux pour le juriste interne, et surtout, cette question de l'intérêt du public à être informé est venue, on va dire, interpeller en interne, puisque on se demande, dans le cas de la presse à scandale, si le fait que le public valide d'une certaine manière en lisant ces reportages ne démontre pas lui-même l'intérêt du public, et donc l'intérêt à être informé. En fait, c'est pas du tout comme ça que l'entend la Cour, mais il est vrai que dans cet arrêt, elle a constaté qu'il était quand même question d'un héritier potentiel, d'un prince régnant d'une monarchie constitutionnelle, et même si la constitution de Monaco ne permettait pas à cet enfant, donc qui était un enfant naturel, d'accéder au trône, l'éventualité d'une modification de la constitution pouvait poser cette question. Donc, pour répondre un peu au trouble qui a été posé par cet arrêt, j'en terminerai en rappelant deux choses. Je crois que dans cet arrêt, ce qu'on voit, c'est que ce critère, comme je le rappelais tout à l'heure, on n'est pas au feu vert ou feu rouge, on peut être sur un critère qui est plus ou moins rempli. Le feu orange. Le feu orange, le fameux feu orange. C'était déjà constaté par la Cour dans Van Hanover 2, où la Cour avait dit on a des photos qui apportent, au moins dans une certaine mesure, une contribution à un débat d'intérêt général. Donc on voyait bien, oui, il y a un débat d'intérêt général de fond qui sous-tend l'article, mais enfin il y a quand même des photos qui montrent des choses tout à fait privées. On était tout à fait là-dedans aussi dans Couder qui achète Philippe Paqui. La Cour n'est pas du tout dupe de ce que vise l'article et comment il fait vendre. Par contre, à vrai dire, on ne peut pas disqualifier totalement l'article parce qu'il contient des informations qui ont réellement trait à une question d'intérêt général. Et c'est le deuxième point. Je crois qu'il y a une incitation pour le juge national et pour le juriste aussi, avocat notamment, lorsqu'il va définir sa citation, par exemple, à cibler les poursuites. Je pense que si le juge national, dans cette affaire, Couder qui achète Philippe Paqui, avait dit au contraire, il y a une question d'intérêt général, mais je viens condamner tel ou tel aspect de l'article qui est précisément sur l'intimité de la vie privée du prince, il n'y aurait pas eu le même constat au final devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et l'illustration parfaite de ce devoir de ciblage des juges, c'est une affaire un peu plus ancienne, de 2014, Ruusunen contre Finlande, où là nous étions en présence d'un livre dans lequel
une ancienne petite amie du Premier ministre en exercice en Finlande révélait l'intégralité de sa rencontre, vie privée, avec le Premier ministre. Et là, les juges, au lieu de disqualifier totalement le livre, avaient dit « il y a un débat d'intérêt général ». De fond, qui est la manière dont peut se comporter le prince en société, la manière dont il noue ou pas rapidement une relation avec une jeune femme. Par contre, les passages du livre qui abordent la vie intime, la vie sexuelle de cette personne n'étaient pas nécessaires, et donc c'est pour ça que nous allons condamner cet ouvrage. Et c'est vraiment, je crois, l'invitation que les juges de Strasbourg font dans l'affaire Couderc et Hachette-Philippaki. Donc, en guise de conclusion, j'insiste sur ce point, le juriste national est toujours celui qui parle en premier. Et c'est un avantage considérable. Parce que la marge d'appréciation sur laquelle la Cour revient énormément à longueur de jurisprudence lui permet, en motivant, eh bien, de bénéficier d'une tolérance accrue de la part des juges de Strasbourg. Merci beaucoup.